Bonjour à tous. Je suis Yoann Fayet, je suis géographe au Centre Léon Bérard de Lyon. Et je veux tout d'abord remercier les organisateurs de leur invitation, de m'inviter à participer à ce symposium. Et donc je vais traiter de façon un peu prospective des enjeux d'inégalité et d'accessibilité qui vont émerger avec le développement de cette médecine de précision. Donc pourquoi déjà parler aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de symposium, des inégalités face au cancer? Tout d'abord parce qu'en France, nous sommes l'un des pays européens où ces inégalités sont les plus importantes, et ce sont des inégalités que l'on mesure à la fois en termes d'incidence, de qualité de prise en charge, de survie, et même de qualité de vie pendant et après la prise en charge. Ce sont des inégalités aussi que l'on mesure et que l'on observe à la fois d'un point de vue social, professionnel ou territorial. Et donc vous pouvez voir, grâce à la légende de cette carte de mortalité standardisée en France, que la mortalité est 2 fois plus importante dans certains cantons du nord de la France par rapport à des cantons plus au sud. Donc ces inégalités, c'est une réalité qui a été bien prise en compte dans le cadre de différents plans cancer, avec des mesures qui ont été mises en place, mais on constate aujourd'hui des écarts qui sont persistants, donc une relative inefficacité face à ce sujet. Et elle s'explique en partie par le fait qu'un certain nombre de programmes de santé publique qui ont représenté des vrais progrès en santé publique, ont participé de façon indirecte et fortuite à ces inégalités. Donc je prends l'exemple par exemple du dépistage, où on a très bien vu que l'instauration du dépistage organisé avait moins bien bénéficié aux populations les plus vulnérables, les plus défavorisées, qui ont été moins sensibles, qui ont moins adopté ce nouveau principe de dépistage. Et c'est quelque chose que l'on retrouve tout à fait aussi dans le cadre des politiques antitabagiques, et même aujourd'hui, avec les programmes de nutrition, on voit apparaître un gradient social de l'obésité qui nous fait craindre les mêmes phénomènes. Donc ce risque en fait de progression des inégalités un petit peu fortuite, il peut tout à fait s'adapter au développement, en tout cas se poser dans le cadre du développement de la médecine de précision, puisque c'est une innovation thérapeutique majeure, mais en raison des moyens humains, techniques et financiers qu'il nécessite, c'est une offre de médecine qui est relativement concentrée dans les grandes métropoles. Donc là, je vous montrais la carte des centres labellisés par l'INCa pour l'analyse génétique moléculaire. Et donc cette concentration de l'offre, elle a pour conséquence une augmentation de la distance à parcourir pour un certain nombre de patients. Cette distance, c'est un frein, bien sûr, au recours aux soins qui est prouvé même en cancérologie. Vous voyez cette étude qui a été montée par les réseaux, notamment en Côte d'Or, qui montrait que la probabilité d'être opéré par un praticien de centre expert pour une chirurgie du cancer du sein était déterminée en partie par son éloignement par rapport à ces centres experts. L'autre enjeu, en tout cas problématique que l'on peut identifier, c'est l'information et l'orientation du patient et de son médecin traitant, en tout cas de son médecin en charge, sur les ressources disponibles, et donc peut-être une nécessité de structurer ces parcours de soins dans le cadre de la médecine de précision. Donc face à ce risque possible d'aggravation, en tout cas de progression des inégalités dans le cadre de la médecine de précision, il se pose la question de savoir justement comment on peut aussi en tout cas trouver des mesures, en tout cas des actions qui permettraient justement de favoriser, de garantir cette accessibilité de ces médecines. Donc la piste la plus évidente dans ce cadre-là, c'est bien sûr le recours aux soins à domicile, avec l'instauration et en tout cas le développement des chimiothérapies orales ou injectables en HAD. Ça c'est un enjeu, et en tout cas un recours qui progresse en France de façon assez notable. Ça a bien sûr pour avantage de réduire les déplacements des patients, même s'il existe toujours un risque de mauvaise observance, et que, bien entendu, ce recours aux soins à domicile, ce n'est pas quelque chose qui peut être adapté à l'ensemble des traitements. Et ensuite, donc, je voulais aborder avec vous 2 initiatives qui ont été prises qu'on pourrait imaginer qui ont été prises en compte dans le cadre des cancers rares, donc qui, d'un point de vue de l'organisation de l'offre, partagent un certain nombre de similitudes, puisque en raison de la méconnaissance et de la diversité de ces tumeurs, on a une offre de soins, en tout cas une nécessité d'expertise qui est concentrée essentiellement dans les grands CLCC, les grands CHU français. Et donc pour ces cancers rares, il y a eu la labellisation de centres experts, donc sur lequel on a un peu plus de recul sur lequel on a un certain recul, et puis aussi la mise en place de plateformes d'information sur les essais cliniques disponibles qui permettent à tous les patients et à leurs médecins de pouvoir avoir des informations sur les thérapies innovantes disponibles pour leurs patients.
Donc tout d'abord, la labellisation de ces centres experts, donc il a été intervenu en 2010, donc avec la constitution notamment par exemple des réseaux nationaux sarcome. Vous voyez la liste des différents centres qui ont été labellisés. Donc si on compare à la carte des NGS tout à l'heure, vous voyez qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur en termes d'offres de soins. Ces centres experts donc, ont pour mission de pratiquer une double relecture anatomopathologique pour valider ou donner un avis diagnostique, et aussi de discuter donc, le dossier, la stratégie thérapeutique du patient dans le cadre d'une RCP. Et donc l'avantage, en tout cas l'intérêt que l'on pouvait observer dans ce fonctionnement-là, c'est le fait que ces dispositifs permettent aux patients d'avoir accès à l'expertise sans contrainte de déplacement, puisque dans un cas, c'est le prélèvement tumoral du patient qui est envoyé donc, au centre expert, et dans l'autre cas, c'est son dossier RCP, son dossier patient. Donc c'est un dispositif qui marche relativement bien, puisque en mars 2017, donc, on avait déjà 40 000 patients qui avaient bénéficié d'une RCP dans le cadre de ces réseaux, et 33 000 patients qui avaient bénéficié d'une relecture. Et les données annuelles montraient une activité qui était en hausse, donc un recours de plus en plus fréquent, et donc aussi en termes de pratique médicale de la part des praticiens français, une participation de plus en plus importante à cette dynamique de réseau, et un meilleur accès aux essais cliniques. Donc là aussi, un dispositif qui fait ses preuves en termes de santé publique, en tout cas en cancérologie. Et donc l'une des questions qu'on pouvait se poser, c'était quels pouvaient être ses impacts et quelle pouvait être sa plus-value du point de vue des inégalités. Justement, est-ce qu'un dispositif de ce type-là pouvait permettre de réduire les inégalités? Et donc c'est le cadre du projet de recherche, donc IGEAS, qui vise justement donc, à évaluer cette activité, vu qu'on a maintenant au moins 5 années de recul sur ces réseaux, donc évaluer l'activité de ces réseaux nationaux de sarcome et leur capacité à réduire les inégalités d'accès à l'expertise. Donc c'est un projet qui est national, qui regroupe tous les centres impliqués dans ces réseaux, et aussi les réseaux régionaux de cancérologie Rhône-Alpes et Auvergne, et Lorraine aussi, et donc qui a bénéficié du soutien de la Fondation ARC et de l'INCA. Et donc là je vous montre une première carte pour vous montrer justement les flux de RCP et vous montrer l'origine géographique des patients discutés en RCP. Et donc vous voyez que c'est un dispositif dont on pourrait penser qui permet quand même de démocratiser l'accès à l'expertise par ce moyen. Donc le projet se distingue en tout cas en plusieurs niveaux d'études et d'analyse. Tout d'abord, nous allons étudier donc, cette activité et identifier les déterminants de l'accès à l'expertise, déterminants qui peuvent être à la fois individuels, cliniques, en termes de type histologique par exemple, et aussi géographique. Est-ce que les patients éloignés des centres experts ont accès aussi à cette expertise? Nous aurons aussi des analyses de survie qui seront menées sur certaines régions. Une comparaison aussi avec temporel en fait, pour voir justement, pour essayer de mesurer l'apport de ces réseaux, la mise en place de ces réseaux, avec une cohorte de sarcome donc en 2005-2006, donc qui était antérieure, et qui nous permettra par cette comparaison d'observer, de mesurer l'impact de cette implantation et de cette labellisation sur l'accès à l'expertise. Enfin, donc pour évaluer aussi de façon plus globale le fonctionnement de ces réseaux, nous pratiquons une enquête de terrain vis-à-vis des praticiens extérieurs à ces réseaux pour avoir et connaître leur perception et leur implication dans ce dispositif et éventuellement identifier avec eux des freins qui justifieraient une non-participation, en tout cas une réticence par rapport à ces nouvelles formes de prise en charge. Et donc l'ensemble de ces analyses seront discutées et permettront la rédaction de recommandations justement afin de réduire ces inégalités d'accès à l'expertise et d'améliorer l'accès. L'autre initiative que je voulais mentionner avec vous sur les cancers rares, c'est la mise en place d'une plateforme d'information sur les essais cliniques disponibles, donc qui est la plateforme ACT, qui va se développer, qui va ouvrir très, très prochainement, qui est une plateforme structurée en ligne répertoriant les essais cliniques ouverts dans le domaine des sarcomes, donc avec l'appui et le soutien du groupe Sarcome français des tumeurs osseuses et de la plateforme Intersarc. L'intérêt, en tout cas la plus-value de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme online et qui va être mise à jour donc, de façon bi-hebdomadaire et qui s'adresse à la fois aux praticiens, aux professionnels de santé, mais aussi au grand public et donc notamment aux patients, et donc qui a été conçu de cette façon. Et l'autre avantage de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme qui a été conçue
de façon à être questionné par les dossiers patients, depuis les dossiers patients informatisés des hôpitaux. Donc le médecin de Chambéry ou de Bourg-en-Bresse pourrait, théoriquement, si les hôpitaux suivent, en tout cas lui donnent la possibilité, questionner directement depuis son ordinateur, savoir s'il y a un essai clinique qui est disponible pour son patient. Donc je vous montre juste 2-3 éléments sur comment se présente cette plateforme. Donc, vous voyez la page d'accueil à gauche avec les différents modes d'entrée, et donc ensuite le menu où les différents essais cliniques disponibles sont présentés avec différents éléments d'information nécessaires pour les patients, donc avec une ouverture qui est prévue donc, pour mai 2017. Donc en conclusion, donc, je voulais... Donc, ce qu'on peut retenir, en tout cas d'un point de vue prospectif, concernant le développement de cette mission de précision, c'est qu'elle implique quand même une concentration de l'offre et donc un éloignement du traitement optimal, quelque part, aux patients, à un certain nombre de patients. Et donc ça peut être une contrainte, en tout cas c'est une contrainte qui peut apparaître dans l'accès à l'innovation thérapeutique et qui peut engendrer des inégalités pronostiques. Et donc du point de vue, donc là, ce propos n'est pas de dire que il faut en tout cas accompagner ce développement-là par la mise en place d'initiatives, donc d'interventions. Donc j'ai essayé de voir avec vous certaines qui pouvaient être possibles à travers à la fois les modes d'administration des traitements, la structuration des parcours de soins, la formation en ligne, mais il y a d'autres pistes aussi qui peuvent être envisagées. Et je voulais conclure avec vous sur ce résultat du baromètre de l'adresse, donc 2004 à 2013, qui montrait qu'aux yeux des Français, donc un sondage qui est très large, qu'aux yeux des Français, les inégalités d'accès aux soins étaient perçues comme les moins acceptables. Et donc c'est juste conclure sur cette sensibilité, cette extrême sensibilité du sujet de l'accès aux soins. Et plus cette médecine de précision va se développer, plus elle aura tendance à se démocratiser, et plus il faudra probablement être attentif à cette question de l'accessibilité pour faire en sorte que cette innovation thérapeutique ne soit pas ressentie par une partie de la population comme une nouvelle forme d'injustice. Voilà, merci encore de votre invitation aux organisateurs et à vous pour votre écoute.